Attendez la fin, plutôt, avant d'applaudir. Merci de votre accueil, en tout cas. Donc, je suis Laurent Collet-Billon, certains me connaissent. J'ai été assez longtemps délégué général pour l'armement. Et maintenant, je suis coprésident de la Place Stratégique, qui est un accélérateur de souveraineté pour des jeunes entreprises stratégiques, précisément. Je vais tenter de vous expliquer ce que c'est par la suite. Nous avons fondé la Place Stratégique avec Frédéric Duponchel, président de la Curacie, en 2019, pour précisément pouvoir accompagner des entreprises qui nous paraissaient dignes d'intérêt et qui ne rencontraient pas beaucoup d'écho dans l'écosystème à ce moment-là. Alors, je vais d'abord revenir un tout petit peu sur l'innovation, puisque un des thèmes est quand même, pour ce salon, comment capter l'innovation, qu'en faire et comment est-elle organisée. Moi, ce que je note, c'est que la puissance publique s'est quand même assez grandement organisée maintenant pour cette captation de l'innovation. L'organisation de ce forum ici, à la porte de Versailles, en est un excellent exemple, je pense. On trouve beaucoup de choses, beaucoup d'entreprises, beaucoup de thématiques, beaucoup de technologies. La DGA a créé l'Agence Innovation Défense il y a un certain temps déjà. Premier boss, Emmanuel Kiva, qui est devenu délégué. Donc ça veut dire que la délégation générale pour l'armement est maintenant dans un moment où elle souhaite continuer dans cette voie-là. Patrick Offort, qui la dirige actuellement, également donne un coup d'accélération à tout ça. Donc je crois que, au fond, vous pouvez avoir la certitude que le ministère des Armées, dans son ensemble, est une entité qui est très désireuse à la fois de susciter et de capter l'innovation. Du côté des autres ministères, nous avons des échos extrêmement positifs pour ce qui concerne la place stratégique, au moins du côté de la Direction générale des entreprises, par exemple, du côté d'autres dispositifs contributeurs comme France 2030. Il y a d'autres dispositifs étatiques qui fonctionnent plus ou moins bien. Je ne les connais pas suffisamment pour me prononcer dessus, ou du moins j'éviterai. Le plan quantique, l'intelligence artificielle, l'industrie 4.0, par exemple. Il y a un autre phénomène qui également pèse lourd dans le dispositif actuel, compte tenu du contexte géostratégique, c'est l'économie de guerre, telle qu'elle est voulue, suscitée par le ministre des Armées, Sébastien Lecornu. Comment ça irrigue le tissu industriel, comment ça suscite des idées, comment tout cela peut être mis dans une éprouvette et donner des systèmes ou des produits ou des équipements qui sont utiles à l'ensemble de nos forces de souveraineté, donc les armées en tête. Voilà. J'essaierai d'être relativement bref dans mon propos parce que ce que je souhaite quand même, c'est qu'à la fin on puisse avoir un minimum d'échanges, que vous posiez des questions. C'est bien plus intéressant que d'écouter des exposés ex cathedra. Donc, en résumé, pour moi, l'État s'est également bien organisé pour faire le lien innovation-souveraineté, quelque part. Au-delà des organismes que j'ai déjà mentionnés, je dois rappeler que l'État s'était organisé également pour protéger ses souverainetés avec un public qui est tout à fait particulier, qui est celui des start-up, des jeunes entreprises qui ne connaissent pas toutes les réalités des dispositifs. La première partie, quand on parle de souveraineté, c'est atteinte à la souveraineté, donc protection des savoir-faire des entreprises, protection des technologies. Ce sont des choses sur lesquelles on insiste beaucoup du côté de la place stratégique. Maintenant, vous avez, au-delà des organismes rituels dans l'État que peuvent être la DRSD, la Direction de la Sécurité de Défense, au-delà de ce que peut être le CICE, superbement animé par son boss à l'heure actuelle à Bercy. Donc, au-delà de tout cela qui permet de détecter les menaces étrangères qui peuvent se porter sur nos jeunes entreprises, on a également des dispositifs un peu plus soft qui sont les fonds d'investissement, DEFInvest, Fonds d'innovation défense, qui doivent permettre de sécuriser à la fois le développement des entreprises, mais également leur
aspect capitalistique quelque part. Et de ce point de vue-là, la place stratégique m'offre un point de vue absolument magnifique. Je constate que depuis 2019, il y a eu des progrès absolument considérables accomplis par l'État dans son dispositif. Je ne le dis pas parce que j'ai été dans l'État très longtemps, je le dis parce que tout simplement je l'observe. Alors, quelles sont les caractéristiques de l'innovation telles qu'on les perçoit depuis la place stratégique? Bon, d'abord, l'innovation, c'est avant tout c'est technologique. Se précipitent vers nous pour participer à la place stratégique des entreprises qui viennent de tout secteur, avec évidemment à la clé beaucoup de numérique, beaucoup de choses qui ont trait à l'intelligence artificielle également, mais pas seulement. Et nous veillons avec une grande attention du côté de la place stratégique à mélanger un public de jeunes entreprises qui soit à la fois dans le hard et dans le soft, de manière très macro, très grossière. Nous avons par exemple cette année dans notre panel de jeunes entreprises qui suivent le cursus LPS, une entreprise qui fait de la colle, décollage, si vous voulez, décollage très performant, qui permettent d'intervenir sur le champ de bataille, qui permettent de faire tout un tas de choses. Mais voilà, c'est pas du soft au sens software, c'est pas de l'intelligence artificielle. En revanche, c'est extrêmement utile et ça fait partie des choses qu'on aime bien avoir chez nous parce que ça nous ramène les pieds par terre de manière assez considérable. Il y a également des innovations d'usage. Alors, les innovations d'usage, elles surgissent, c'est le constat qu'on en fait depuis un certain temps quand même, beaucoup à travers les armées. Les armées ont des labos, des centres, des sections techniques pour certains, qui permettent d'alimenter la réflexion autour de tout ça. Nous sommes tout à fait désireux et friands, quelque part, de relations avec ces entités dans les armées qui nous permettent à la fois d'acquérir la vision de ce dont ont besoin les armées, tout simplement, en étant au contact des opérateurs de base, quelque part, et ça permet également de détecter les entreprises qui méritent d'être accompagnées extrêmement rapidement, de manière à répondre à des besoins pressants. Ce que nous voyons également, ça j'invente rien, c'est l'innovation dans le rustique. L'Ukraine, évidemment, on a tous présent à l'esprit tout un tas d'exemples, en particulier, par exemple, ce qui s'est passé sur les drones armés, et avec les entreprises françaises qui se distinguent maintenant. Voilà un exemple radical qui nous permet de dire que, au fond, il n'y a pas simplement poussé des technologies au dernier degré de maturité qui répond à la question de l'exercice de souveraineté. C'est simplement également être suffisamment smart, suffisamment intelligent pour aller pêcher à côté ce qui vous intéresse. Et ça, c'est un état d'esprit, c'est pas simplement des savoir-faire technologiques. L'innovation, pour moi, alors, il se trouve que j'étais à la tête de la DGA, j'ai également piloté des grands programmes d'armement. L'innovation, pour moi, c'est également dans les grands programmes. Ça paraît un peu caricatural, mais je vais vous citer deux exemples. Ce que vous trouvez dans le radar, dans le Rafale Standard 4, par exemple, aujourd'hui, n'a absolument rien à voir avec ce que vous auriez trouvé si vous étiez trouvé aux manettes fin des années 90 avec le standard Rafale 1. Tout ça a considérablement évolué. Et ça a évolué à la fois, bien sûr, sous la pression des services de l'État, la DGA, sous la pression des industriels, grands maîtres d'œuvre, Dassault Aviation, Thales, par exemple, pour ce qui concerne le Rafale, mais également de tout un tas de contributeurs que maintenant les grands maîtres d'œuvre s'acharnent à rassembler autour d'eux avec plus ou moins de bonheur, plus ou moins de succès, plus ou moins de jeu de jambes, plus ou moins de flexibilité, plus ou moins d'agilité. J'en conviens tout à fait, mais en tout cas, on ne peut que les encourager dans cette voie-là, et je crois que ce qui va se passer au-delà du standard 4 du Rafale, sur le standard 5 et probablement sur le SCAF ou ce qui est en train de tiendra lieu, va être radicalement différent en termes de construction industrielle de l'objet. Je pourrais dire la même chose également de l'innovation dans les programmes nucléaires. Ce que vous trouverez en 2035 dans les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, dans les missiles balistiques de l'époque, ça n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on a connu sur les premières générations, mais c'est beaucoup moins visible, c'est sur des constantes de temps qui sont extrêmement longues.
Donc c'est moins perceptible. Alors la souveraineté, comment elle fonctionne? Elle fonctionne de manière extrêmement simple, vu de moi. C'est d'abord la commande publique. La commande publique doit être un vecteur absolument clé de l'innovation et de la souveraineté. Ça ne surgira pas facilement autrement. D'ailleurs, c'est une grande constante à travers une grande constante géographique. Vous pouvez regarder tous les pays. Il y a beaucoup de choses qui viennent du fait que les États soutiennent à fond telle ou telle partie de leur industrie qu'ils jugent stratégique, à vocation souveraine et innovante. L'exemple des États-Unis, on l'a en permanence sous les yeux. Les États ont également un rôle fondamental à jouer, au-delà de la commande publique, en établissant cette commande publique de manière à ce qu'elle puisse s'ouvrir. Et s'ouvrir, c'est dire le ministère des Armées passe des contrats qui permettent également aux entreprises qui en bénéficient d'avoir accès à un monde beaucoup plus civil et dual. Sinon, vous êtes dans une situation de vulnérabilité économique qui restera, parce que les budgets des armées ne sera jamais suffisant pour faire vivre une économie complète dans la durée. Ça n'existe nulle part ailleurs, sauf dans des pays très orientaux peut-être. Vous voyez ce que je veux dire. Service public et grands groupes. J'ai mentionné déjà le mot agilité. Évidemment, l'agilité est un facteur clé. C'est un facteur clé qui résulte avant tout d'un état d'esprit. L'état d'esprit, c'est se dire qu'on ne peut pas attendre d'une jeune entreprise, d'une start-up, le même comportement qu'un grand groupe. Les gars ne vont pas débarquer avec l'ISO Tartampion en matière de gesto des programmes, avec des plans en ligne à l'infini, etc., etc. Or, un certain nombre de grandes entreprises, dans leur comportement, restent un peu comme ça, notamment à travers les services acquisitions. Vous devez être référencé, vous devez accumuler un certain nombre de références, et si vous ne les avez pas, vous faites bas de boulet, vous n'êtes même pas consulté. Non, ça, faut arriver à passer au-delà de ça, quand même, très très nettement. On note des démarches qui vont dans le bon sens de ce point de vue-là, mais je crois qu'il y a encore beaucoup de progrès à accomplir. Et au fond, on est en train de payer un petit peu une forme de contrepartie à ce qui s'est passé dans ces grandes organisations, qu'elles soient étatiques ou industrielles. Elles se sont beaucoup processées de manière à acquérir ce qu'on pense être de la qualité, mais en même temps, elles ont acquis beaucoup de rigidité. Donc voilà, il faut trouver maintenant un équilibre qui permette de répondre à l'ensemble des contraintes. Je ne suis pas certain que ce soit totalement simple. Et ce dont je suis certain, c'est qu'il faut y mettre beaucoup de volonté. Ça veut dire également qu'il ne faut pas réglementer de manière restrictive. Bon, moi, j'ai l'exemple sous les yeux, enfin en tête au moins, d'une entreprise qui a fabriqué, qui a réfléchi sur des portiques de détection dans un certain nombre de lieux fermés, par exemple des aéroports, qui est ultra performante, mais manque de peau. Elle utilise une gamme de fréquences qui n'est pas répertoriée, comme pouvant être utilisée pour la détection des objets sous une forme ou sous une autre. Donc, on lui dit, non, vous ne pouvez pas participer à des compétitions puisque la fréquence que vous utilisez n'est pas la bonne. Bon, alors qu'elle a les meilleurs résultats du monde en la matière. Bon. Ensuite, ne pas hésiter à contracter avec des entreprises de petite taille. Évidemment, il y a toujours un risque économique. Mais au fond, quand vous êtes Thales, avec le chiffre d'affaires de Thales, les revenus de Thales, je vous invite à consulter le rapport annuel de Thales, vous verrez tous ces chiffres là-dedans. Quel est le risque à les contracter avec des petites boîtes? Pas de balle, très clairement. Donc là-dessus aussi, il faut retrouver de la dynamique. Ensuite, considérer que pour ces jeunes entreprises, ce qui est important, c'est leur développement. Et leur développement, c'est d'abord un développement économique, et dans le monde où on est, c'est également un développement capitalistique, quelque part. Il faut que ces jeunes entreprises soient capables d'être assistées dans l'augmentation de leur capital, de la satisfaction des besoins financiers auxquels elles ont faire face, et ça veut dire qu'il faut leur apporter du chiffre d'affaires. Vous ne convaincrez jamais un family office, d'aller mettre de l'argent dans une boîte si elle n'a pas de chiffre d'affaires. Ça n'existe pas, ou du moins pas beaucoup, ou alors de manière très insuffisante. Donc, le chiffre d'affaires, c'est la commande publique, et la commande publique, ça doit être des marchés bien davantage que des subventions. Même si j'applaudis dès demain à l'existence de Rapid dans la DGA et des choses comme ça, je pense que c'est
insuffisant. Il faut vraiment passer à la notion de marché. Pour les jeunes entreprises également, ce qui est fondamental, c'est les conditions de paiement. Je reprends l'exemple de Thales, je suis désolé, je n'en veux absolument pas, bien au contraire. Mais si vous êtes Thales, attendre le règlement d'une facture pendant 3 mois, ça ne pose pas de problème, fondamentalement, ne serait-ce que parce que vous avez des usines à factoring derrière qui prennent tout ça en main, et donc ce n'est pas un problème. Pour une petite boîte, ça peut être assez crucial, ça peut être la paye du mois suivant ou des choses comme ça, et donc il faut faire extrêmement attention à ça. Je pense qu'on ne peut pas exiger d'une jeune entreprise qu'on veut accompagner les mêmes dispositifs que ce qu'on veut attendre des grands groupes. Là-dessus, on le répète depuis des années, je ne suis pas certain qu'il soit passé énormément de choses, même s'il y a beaucoup de tensions là-dessus. Bon, il y a des initiatives de sensibilisation et de développement de ce type de sensibilité qui sont prises. Je salue en particulier une initiative de la BPI qui crée des workshops avec la direction achat des grands groupes. J'espère de tout cœur que ça portera ses résultats. Ensuite, il faut absolument permettre aux jeunes entreprises stratégiques de s'inscrire dans des projets plus grands. Je vous ai mentionné les programmes Rafale ou les programmes liés à la dissuasion. Voilà des choses dans lesquelles il est naturel que les jeunes entreprises stratégiques s'intègrent fondamentalement. On ne trouvera pas des évolutions significatives ou suffisantes de le programme sans passer par ce stade-là. Alors, il se trouve qu'il y a des entreprises qui sont sensibles à ces degrés d'innovation, qui la pratiquent avec une certaine flexibilité, mais au fond, le paysage reste complètement à remodeler là-dedans. Et je pense également qu'on ne peut que pousser les jeunes entreprises à se regrouper entre elles, de manière à ce qu'elles puissent répondre de manière coopérative, de manière collective, à des mises en compétition organisées par les grands maîtres d'œuvre. Ça me paraît nécessaire. Quand vous êtes une petite entreprise et que vous répondez qu'à une seule partie d'une spectre de consultation d'un grand groupe, vous êtes plus ou moins bien considéré. Si vous répondez à un spectre qui est beaucoup plus large, je pense que la considération vient beaucoup plus naturellement. Voilà. Je n'ai pas beaucoup parlé de technique dans mon propos, pour une bonne raison, c'est que ce que je constate dans la place stratégique, c'est qu'au fond, ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est de sélectionner les entreprises en fonction de leur technologie, bien sûr, mais à l'arrivée, ceux qui ont fondé les entreprises, ceux qui les dirigent, au stade où je les rencontre, savent beaucoup mieux s'occuper de la technologie que moi je ne le fais maintenant. Donc c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de leur procurer un environnement, un encadrement qui leur permet de maîtriser un certain nombre de problèmes qui ne sont pas immédiats, en particulier quand on est avant tout un ingénieur ou un scientifique. C'est tout ce qui touche au droit des contrats, à la propriété intellectuelle, à la sécurité de défense ou des choses comme ça. Et ça, la place stratégique s'en occupe. Voilà, c'est le message que je voulais vous passer. Maintenant, à vos questions. S'il y en a. Ils sont cuits. Il y en a une là-bas. Merci pour votre intervention. J'aurais aimé avoir quelques précisions. Je suis Lorraine Brisacier de Nexter System. J'aurais aimé avoir plus de précisions sur ce que vous imaginiez et que vous projetez pour passer de dispositifs type rapide à vraiment des marchés. Quels sont les processus et quel type d'investissement pour transformer finalement l'essai? Je vous l'ai dit, pour moi, c'est la commande publique. La commande publique, malheureusement, elle souffre d'un inconvénient, c'est qu'elle se place dans un cadre qui est celui des marchés publics, avec les contraintes temporelles et les lourdeurs administratives qui en découlent. C'est de ça qu'il faut s'affranchir, donc je serai très fermement partisan de l'allègement du code des marchés publics pour un certain type d'entreprise. On peut prendre des critères de taille, des critères de chiffre d'affaires initial, mais c'est vers ça qu'il faut aller. C'est ça qui permettra de convertir des subventions en marché. Et comme je vous l'ai dit, la subvention, c'est bien, le chiffre d'affaires, c'est mieux, probablement. Mais là-dessus, il faut que l'État ait une action volontariste, quelque part. La manière dont on voit un certain nombre de pays contractants
contracté est absolument radical. Vous êtes chez Nexter. Je vais vous donner un exemple. Il se trouve que, par les circonstances, je suis au conseil d'administration des Forges de Tarbes. Vous connaissez peut-être cette entreprise, qui est une PME, toute petite PME. C'est un résidu mathématique et social de Giat Industrie Tarbes, grosso modo, si vous voulez. Donc, voilà. À la base, quand on l'a repris, une quinzaine de personnes. Les marchés avec Nexter prennent un certain temps, c'est le moins qu'on puisse dire. On a passé un marché avec les Ukrainiens, les gars sont venus, ils ont visité, ils sont rentrés chez eux, ils sont revenus 48 heures après, le marché était signé. C'est un organisme étatique ukrainien, voilà. Donc, vous allez me dire, évidemment, eux, ils sont pour de bon en économie de guerre. Mais j'observe des comportements de même nature chez les Tchèques, chez les Polonais, dans un certain nombre de pays qui n'ont pas notre culture de la qualité, probablement, poussée à son extrême, mais c'est absolument... Voilà des exemples qui montrent que ça marche quelque part, enfin qu'on peut aller dans ces directions-là, et je pense que c'est absolument nécessaire. Revisitons le code des marchés publics avec des seuils de chiffre d'affaires ou des seuils de nombre d'employés, des choses comme ça, sinon on n'y arrivera pas. Vous avez eu une très grande expérience à la DGA et évidemment des programmes européens. Vous n'avez pas parlé d'innovation de défense au niveau européen. Et est-ce qu'il y a un intérêt à plutôt faire d'innovation, on va dire, au niveau français? Et faut-il se méfier, surtout dans le contexte actuel, de la question du partage au niveau innovation européen? Alors, il y a... Mesdames et messieurs, nous vous invitons à rejoindre la plénière à 13h30 pour assister à la conférence de Jean-Louis Fréchin, Voilà. Angèle Manchiac Bon, et Loïc Le Guen pour le design aussi stratégique ou tactique. il faut... À 13h45 en salle. Vous aurez votre réponse, hein, quand même. La conférence, quelle coopération envisageable entre hélicoptères des forces armées et drones à l'horizon 2023? Donc, la problématique est assez simple. Il faut aller à l'Europe. Il y a des choses à récupérer, ne serait-ce que des financements ou des choses comme ça. La problématique est que l'Europe exige souvent qu'on y aille en coopération entre plusieurs pays ou plusieurs industriels. Donc, c'est même très souvent très compliqué pour les jeunes entreprises. Il est très compliqué pour les jeunes entreprises de se dépêtrer du magma bureautique européen également. Donc, il y a à la fois une grille de lecture qui doit être fournie par des organismes comme la Place Stratégique ou d'autres accélérateurs qui doivent aider à ça, mais également et surtout par les grands maîtres d'œuvre. Je crois qu'ils ont une vocation fondamentale là-dedans, à fédérer quelques industriels sous-traitants, dans leur langage à eux, quelque part, pour aller à l'Europe. Ça, c'est clé. Sinon, je parle sous le contrôle éminent du délégué général de la Place Stratégique, on n'a pas encore eu, du côté de la Place Stratégique, malgré toute l'attention qu'on y porte, un quelconque succès sur un marché européen ou un financement européen. Voilà, c'est compliqué. C'est très compliqué, mais c'est le rôle des maîtres d'œuvre. Je pense que ça, c'est leur responsabilité sociétale et économique, quelque part, d'accompagner dans cette direction-là. Ils le font, et de manière remarquable, pour leur propre intérêt, à l'exportation, si vous voulez. Notamment, ils utilisent les jeunes entreprises ou d'autres petites entreprises pour les offsets ou des choses comme ça. Donc, ça peut très bien se concevoir de cette manière-là. Bon, j'ai compris que le temps était épuisé, puisqu'on appelle le suivant, c'est ça? Ah bon. Hop. Parfait. Merci à vous.